Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole aux acteurs de terrain engagés pour la protection de la nature en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, nous vous proposons un entretien croisé avec deux invités clés du programme des Petites Initiatives ou PPI, Thomas Bachat et Aurélien Garot, tous les deux coordinateurs en développement organisationnel au sein du PPI. Thomas sur l'Afrique centrale et Aurélien sur l'Afrique de l'Ouest. Nous allons parler ensemble d'un sujet fondamental, mais parfois négligé dans le secteur environnemental, celui du développement organisationnel. Pourquoi est-il crucial pour les petites ONG africaines? Quelles fragilités rencontrent-elles? Et surtout, comment mieux les accompagner pour renforcer leur impact et leur pérennité? Un épisode riche en enseignements, en retours d'expérience et en conseils pratiques. C'est parti! Alors, bonjour Thomas, bonjour Aurélien. On va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous donner la parole l'un après l'autre. Comment pourriez-vous nous définir pour nos auditeurs, en quelques mots, le développement organisationnel tel que vous le vivez au sein du PPI? Alors, le développement organisationnel en quelques mots est tel que vécu au sein de notre programme. Je dirais que c'est avant tout une aventure humaine et collective qui vise à accompagner sur la durée des acteurs de la conservation de la nature en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest dans leurs défis du quotidien. Et pourquoi c'est important? C'est qu'une organisation, c'est un ensemble d'individus. Une organisation, c'est aussi, ça évolue avec d'autres acteurs dans un environnement qui lui-même évolue. Et donc, il faut que dans le temps, cette organisation et ces individus membres de cette organisation arrivent à évoluer par rapport à leurs ambitions. Et c'est pour ça que nous, notre rôle au sein du PPI, bah, c'est d'accompagner ce changement et de faciliter un peu le processus d'accompagnement au fur et à mesure des années selon les demandes aussi des organisations. Et notre rôle, il est avant tout politique à ce niveau-là. C'est vraiment pour plus que se focaliser sur l'organisation, c'est vraiment aller sur avoir des organisations plus fortes localement et donc non pas seulement sur le terrain, mais aussi en tant que structure. Merci tous les deux pour cette introduction. Donc, on comprend bien que le thème est vraiment important. Alors, Aurélien, j'avais une question pour toi. C'est pourquoi ce développement organisationnel est aujourd'hui une priorité stratégique pour les petites ONG environnementales en Afrique? Euh, les- la vie d'une petite organisation, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, où le PPI intervient, n'est pas linéaire. Il y a souvent des hauts et des bas, notamment en termes de financement. Et on voit que les petites organisations se focalisent beaucoup sur des projets de terrain et oublient, pour tout un tas de raisons, de se regarder en interne, d'avoir une introspection pour essayer justement d'être plus solide, d'être plus apte justement à répondre aux besoins du quotidien en tant que structure, hein, au niveau administratif, au niveau technique, au niveau de la communication et tout un tas d'autres aspects. Et le fait de se focaliser seulement sur le terrain, sans penser à nous, ne va pas nous permettre en fait d'aller vraiment comment dire de, euh, de bien réagir en cas de perte de financement, en cas de perte de salariés. Et on se retrouve souvent dans ces petites organisations avec un, deux individus qui passent des heures énormes à travailler pour ça. Alors que si vraiment en amont, on s'est posé la question, on s'est assis tranquillement, ça nous permet vraiment de mieux anticiper ces hauts et ces bas, notamment en termes de financement, notamment en termes d'évolution aussi d'acteurs autour de là où on intervient. Donc, ça paraît fondamental au niveau stratégique de se poser aussi et de ne pas avoir que la tête sur le terrain, mais aussi de regarder un peu en interne comment on peut évoluer en tant qu'organisation.
Et Thomas, justement, donc vous êtes coordinateur, vous, basé, enfin plutôt axé, pardon, en Afrique centrale. Donc vous êtes très souvent sur le terrain au contact de ces ONG. Et quel type de fragilité organisationnelle vous observez régulièrement à leur contact? Alors, ce que j'ai régulièrement eu l'occasion d'observer et qui, à mon avis, touche la grande majorité des organisations locales de conservation, en tout cas celles que j'ai accompagnées, c'est la question de la précarité au sens large de ce terme-là. Il y a vraiment une notion, selon moi, de précarité à tous les niveaux, que ce soit dans les relations avec les bailleurs et sur les sujets de financement, que ce soit aussi en interne sur des questions de stabilité des équipes, mais tout est lié. Il y a souvent des cercles vicieux qui se mettent en place autour de tout ça, autour de cette question de la précarité des organisations et du fait que c'est un combat du quotidien pour pouvoir continuer d'exister en tant qu'organisation. En termes de fragilité organisationnelle, c'est vraiment ce sujet-là qui me vient, le fait que la systémie et le système autour de ces organisations de la société civile fait que c'est extrêmement compliqué d'avoir une vision à long terme, notamment parce que à court terme, c'est un combat d'exister, de sécuriser des financements, de sécuriser une équipe. Et à nouveau, on voit bien à quel point tous les aspects sont liés. Et ça, d'après moi, c'est vraiment une difficulté transversale que j'ai eu l'occasion d'observer régulièrement, quasi tout le temps. Et à cela est associé, je tiens à dire, beaucoup de stress pour les humains qui travaillent dans ces organisations, parce qu'on sait tous à quel point c'est difficile de se projeter et d'avoir confiance dans son organisation quand tout est précaire et que rien n'est sécurisé. Donc sécuriser, c'est un manque de sécurité et précarité, c'est vraiment les fragilités que j'ai observées le plus souvent. Et du coup, face à ces fragilités organisationnelles, Aurélien, enfin, comment le PPI aujourd'hui les accompagne? Quels sont les principaux axes de renforcement que vous proposez à travers ce programme des petites initiatives? Alors, nous, on répond à une demande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas deux organisations qui auront les mêmes besoins, encore une fois, en fonction du contexte. Et de ce niveau-là, on est un peu couteau suisse. On doit vraiment s'adapter. Et on va avoir des aspects qui vont être plus pour certains, plus sur la recherche de financement. D'autres, ça va être plus sur des aspects plus techniques. Mais il y a un aspect qui revient souvent, c'est cette question de réflexion stratégique, c'est d'arriver aussi à s'asseoir et à voir quelle est un petit peu, quelles sont les ambitions de l'organisation et quelles sont, au vu du contexte dans lequel elle intervient, des autres acteurs qui sont présents, mais aussi par rapport à ses moyens humains, les envies des individus qui composent cette organisation. Et donc de ce niveau-là, nous, on va essayer d'accompagner sur la demande en fonction d'un diagnostic qu'on aura accompagné au préalable ces points précis. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas une journée qui est pareille pour nous parce que justement, il y a une telle diversité de besoins et c'est ce qui enrichit aussi nous, notre quotidien et c'est aussi ce qui fait qu'on peut accompagner plusieurs organisations et gagner de l'un à l'autre. Mais il y a vraiment une grande diversité, on va dire, tout ce qui compose le développement d'une organisation, de sa stratégie à sa communication, en passant par sa recherche de financement ou encore son développement administratif. Et donc, on crée aussi au quotidien de grandes relations humaines avec les individus de ces organisations. Donc, on voit que l'accompagnement est assez vaste, 360, comme on aime dire. Peut-être, Thomas, est-ce que tu pourrais nous donner, pour nos auditeurs, enfin, des exemples enfin, concrets d'accompagnement, que ce soit, je ne sais pas, au niveau des formations, peut-être plus des aspects de coaching. Voilà, je suis sûre qu'il y en a beaucoup, mais voilà, l'exercice n'est pas facile. Peut-être en donner quelques-uns, les plus représentatifs, si je peux dire. Ouais, et puis Aurélien a déjà bien évoqué les modalités d'action et comment le PPI s'ancrait avec vraiment une volonté d'être flexible, de répondre aux besoins de nos partenaires et de s'adapter aux différentes situations de chacun et chacune. Donc Aurélien a déjà bien décrit ça. Mais peut-être insister sur le fait, dans notre méthodologie, il y a vraiment ce sujet de lier un lien, nouer un lien avec nos partenaires, de vraiment s'inventer une histoire collective et comme le disait Aurélien, de s'adapter à chaque contexte, à chaque organisation,
à chaque personne au pluriel qui compose ces organisations-là aussi. Et d'où le côté couteau suisse qu'évoquait Aurélien juste avant. Après, il y a quand même des éléments méthodologiques qu'on essaye toujours d'avoir en ligne de mire dans notre façon de travailler. Il y a une énorme partie de notre travail qui consiste, donc le PPI, un autre podcast décrivait le PPI, mais c'est quand même du financement de projets concrets de terrain pour des acteurs de la société civile via des appels à candidature et propositions. Et nous, avec le volet développement organisationnel, on s'ancre sur ces appels à propositions auprès des organisations de la société civile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un pan de notre travail qui consiste à accompagner les partenaires, les organisations présélectionnées sur le PPI dans la définition de leurs projets à présenter au PPI. Donc c'est évidemment écrire un projet, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est aussi clarifier déjà à ce moment-là sa vision, ses envies, qui on est, où on va, qui a un sujet central. On en a parlé avant, on en reparlera peut-être un peu après, mais il y a tout ce temps avec des organisations de définition d'un projet, mais c'est plus que ça. C'est aussi définir une vision des choses, une vision et une sensibilité d'intervention. Donc tout ça, c'est un point important de notre travail. Suite à ça, à d'autres moments, on a toute une démarche de diagnostic des besoins de développement organisationnel. On propose au sein du PPI à nos partenaires de terrain de prendre un vrai temps, un jour, 2 jours, ça dépend de chaque situation, pour réfléchir à la situation, faire un diagnostic de notre situation organisationnelle pour derrière être en mesure de dégager des priorités en termes de renforcement de capacité et de développement organisationnel. C'est pas à nous, PPI, de dire à la place des organisations là où elles veulent se renforcer et ce sur quoi elles veulent travailler sur elles-mêmes. C'est vraiment un autodiagnostic. On a vraiment un rôle de facilitateur et d'accompagner la libération de la parole dans ces moments-là. C'est pas nous. Il n'y a pas un rôle d'expert descendant qui vient qui vient diagnostiquer une situation. On est vraiment dans un rôle de facilitation. Et puis après, à nouveau, comme le disait Aurélien, il y a tout un volet de mise en œuvre des actions de renforcement de capacité, mais ça, c'est beaucoup trop varié on touche à tout. En tout cas, on essaye de s'autoriser à toucher à absolument tout en fonction de ce qui se dégage des organisations. Et peut-être pour finir, parce que c'est vraiment un point important, pareil, Aurélien en a parlé, on passe énormément de temps au quotidien. Moi, je passe beaucoup trop de temps sur WhatsApp et j'essaye de laisser mon téléphone de temps en temps, mais à répondre présent. La vie d'une organisation, c'est résoudre un problème pour en avoir 4 nouveaux qui se présentent, et c'est ça tout le temps. Il y a quand même pas mal de situations où nos partenaires nous font confiance, et c'est beau. On a beaucoup de chance là-dessus, et c'est des belles relations qui se créent. Aurélien l'a dit aussi. Et l'idée, c'est de répondre présent quand des problèmes ou des opportunités, parce qu'il n'y a pas que des problèmes, même s'il y en a beaucoup, se présentent, d'être dans la mesure du possible présent. Donc, c'est ce qu'on a appelé le volet coaching. Moi, je suis pas sûr d'aimer beaucoup ce terme-là, mais d'être présent au quotidien en tant qu'humain quand les organisations et les partenaires nous sollicitent. Ouais, merci. On voit qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup d'humains mais effectivement, pour derrière beaucoup d'impact. Je me permets juste une digression parce que tu l'as dit, Thomas. On a effectivement, pour nos auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, on n'a pas du tout présenté le programme PPI. On a considéré que c'était acquis parce qu'on a déjà dédié un épisode précédent sur le sujet avec Paul et Steph qui nous a présenté le programme, les modalités, les critères de sélection. Donc, j'invite ceux qui sont intéressés à connaître un peu plus en détail le programme à écouter cet épisode précédent. Aurélien, je vais te donner la parole sur un sujet évidemment qui est intéressant, c'est l'impact, parce que derrière, une fois qu'il y a eu cette mise en place, cet accompagnement vraiment du début enfin pas à la fin, mais en tout cas vraiment très en amont des projets, j'imagine, et c'est ça, c'est aussi ce qui fait la richesse de votre travail sur le terrain, c'est l'impact que vous pouvez observer, même si j'imagine que les changements peuvent être parfois un peu longs ou en tout cas voilà, se voit pas tout de suite, on n'est pas sur du court terme. Mais est-ce que tu pourrais nous donner voilà, des exemples peut-être parlants d'impact positif que vous avez vu sur des ONG que vous avez accompagnées? Oui, après sur cette question-là, c'est toujours difficile de savoir à quel niveau on influence un impact parce qu'il n'y a pas que le PPI qui intervient, les individus qui composent ces organisations aussi ont d'autres relations. Mais c'est vrai que au fur et à mesure des années, maintenant le PPI intervient depuis 20 ans, on a pu voir l'évolution de certains partenaires. Et il y a beaucoup d'aspects qui me viennent en tête, mais il y en a un notamment sur la reconnaissance à l'échelle nationale et la reconnaissance à l'échelle internationale. Et c'est vrai que
souvent on entend une critique qui est faite que les organisations locales n'ont pas la capacité de gérer des fonds, des plus gros fonds, n'ont pas la capacité vraiment de grandir en tant que structure. Et justement, on prouve le contraire en accompagnant sur du long terme ces organisations parce que on voit qu'à la fois en se focalisant vraiment sur ces questions, encore une fois, organisationnelles, de structuration, de stratégie, de financement, d'outils administratifs et de recrutement. On voit des organisations qui évoluent en termes de budget, qui évoluent en termes d'activité, qui évoluent en termes d'impact de biodiversité. Et derrière, c'est une reconnaissance à l'échelle nationale. On voit maintenant de plus en plus, ça va dépendre des États, mais de plus en plus de gouvernements qui mentionnent ces organisations, où les organisations interviennent dans des discussions à l'échelle nationale, ou enfin locale même, à partir de l'échelle de communes jusqu'à l'échelle nationale, et maintenant aussi à l'échelle internationale. Et ça, je trouve que c'est un impact extrêmement positif, le fait de s'être focalisé les organisations en elles-mêmes pour augmenter la reconnaissance, la visibilité, parce que si on veut avoir vraiment des impacts sur la biodiversité en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, sur du long terme, il faut qu'on ait des organisations basées localement qui soient assez robustes pour justement être présentes sur le long terme et avoir des impacts de biodiversité et pas des organisations qui viennent, qui repartent ponctuellement. Et donc cet impact positif, on le voit sur un certain nombre d'organisations qui ont justement, après un certain nombre d'années d'accompagnement, de réflexion interne, donc, entre autres avec notre appui, on le voit aujourd'hui encore, là, il y a l'UNOC cette semaine et il y a un certain nombre d'organisations qui sont présentes. Je voyais là, je vois les photos passer parce que je n'y suis pas cette semaine, mais je voyais un certain nombre d'organisations présentes et qui participent à des discussions de haut niveau avec des ministres, des présidents notamment. Et je trouve que ça, c'est un des points forts au niveau de l'impact de l'accompagnement au développement organisationnel au niveau du PPE. Oui. Merci Aurélien. Euh, Thomas, à faire juste peut-être pas un retour en arrière, mais pour vraiment arriver à comprendre aussi le rôle joué par le PPI, c'est peut-être de revenir un peu sur ces difficultés, et je pense que ça parlera aussi à nos auditeurs qui représentent des ONG aujourd'hui. Quelles sont les difficultés les plus courantes qui sont rencontrées par les ONG dans leur structuration? Est-ce qu'il y a il y a des résistances? On parle souvent de la résistance au changement, mais voilà, ou des freins internes. Voilà, si on peut s'attarder un peu sur ce sujet avec toi, Thomas. Ouais, bah dans la continuité de ce que j'ai dit plus tôt, je pense que dans la complète continuité de mon intervention avant, se pose évidemment, et c'est pas très original, mais la question des moyens au sens large à nouveau de ce terme-là. Moyens, je pense avant tout en termes de temps. À nouveau, ces organisations sont souvent la tête, le nez dans le guidon, comme on dit, la tête sous l'eau et je vois beaucoup d'organisations qui n'arrêtent jamais, de gens dans des organisations qui n'arrêtent jamais de travailler, au moins pour atteindre les fameux délivrables attendus sur les projets au cadre logique si compliqué, où les bailleurs attendent ceci et cela en plus d'attendre les factures. Donc il y a vraiment le côté nez dans le guidon, là où la question du développement organisationnel est vraiment un sujet sur le temps long. Je prends l'image du sport. On sait que faire du sport permet sur la durée d'être en meilleure santé plus longtemps. Mais en fait, quand on est trop le nez dans le guidon à gérer le quotidien, on n'a pas le temps de dégager 2 heures par jour pour aller s'oxygéner. Et je pense que c'est le même genre de situation. Moi, j'observe régulièrement des organisations. Alors attention, c'est un peu fort, mais qui vont mal parce qu'elles n'ont pas le temps de prendre ce pied de recul qui permettrait à moyen et long terme d'améliorer les choses. Donc le côté dans urgence permanente, ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, résoudre un problème, c'est en avoir 4 nouveaux qui se présentent au quotidien. Et ça, c'est une des principales difficultés que je vois, plus que des résistances internes. Je pense que si les gens et les organisations avaient le temps de le faire, elles se prêteraient volontiers à l'exercice. Mais le temps manque et les moyens financiers aussi, ça faut être honnête, c'est que faire du développement organisationnel, je pense que déjà en interne, on peut résoudre pas mal de choses si on prend le temps, si on trouve le temps de se poser des questions sur soi-même. Mais après, il y a aussi des accompagnements de gens spécialisés sur certaines choses qui coûtent de l'argent. Et on a déjà tellement de mal dans une organisation de la société civile à trouver les moyens pour juste fonctionner correctement, payer les salaires des équipes, combien d'équipes ne sont pas en mesure à l'heure actuelle de
payer les salaires à plus de 6 mois, voire de payer les salaires de tout le monde, voire de payer les retraites et les cotisations. Donc c'est complètement logique que ce soit difficile de dégager des moyens pour faire appel à des gens qui pourraient nous aider à améliorer les choses sur le moyen long terme. Donc c'est vraiment des questions de cercle vicieux. Et c'est pas un plaidoyer, mais ça l'est un peu. Moi, j'appelle vraiment les bailleurs à changer de mentalité sur ce sujet-là et de s'autoriser à soutenir autre chose que des actions concrètes de terrain, des plantations d'arbres, des restaurations d'écosystèmes. Il y a aussi des humains et des organisations derrière tout ça, et il faut leur donner la marge de manœuvre d'améliorer leur situation pour être plus impactante sur la durée. Je suis content de l'avoir dit. Donc, le message sera entendu. En tout cas, il a été clairement dit. Euh, Malgré tout, malgré enfin, voilà, ces difficultés rencontrées, Aurélien, je pense qu'on vous observez, enfin, tu observes quand même des belles réussites. Et c'est quoi justement voilà, les quelques bonnes pratiques? Encore une fois, il n'y a pas une seule recette de cuisine, hein. Je pense que en plus les réalités en fonction des pays sont diverses, donc c'est difficile, je pense, de tirer des leçons trop génériques qui s'appliqueraient pas au cas particulier. Mais il y a peut-être néanmoins quelques bonnes pratiques que tu observes et que tu pourrais partager avec nos auditeurs. Il y a des choses qu'on a déjà dit, hein, mais c'est vrai que déjà d'avoir une stratégie, de s'asseoir et de se poser la question où est-ce qu'on veut aller, nous en tant que structure, en fonction de là où on intervient, de prendre le temps de chercher par quels moyens on veut y aller, ça c'est important. C'est pas facile, mais c'est important. Je vois encore beaucoup d'ONG opportunistes, même si des fois, bah, c'est pour la survie aussi de l'organisation. Mais l'opportunisme amène aussi des fois sur des montagnes russes. C'est qu'on va dans un endroit, dans un sens, on revient et puis après on n'a plus de financement, et puis on va dans un autre. Et le fait de se poser, de se dire, voilà, nous, notre direction, voilà ce qu'elle est, voilà où on veut aller, c'est important. Pour moi, ça c'est important et ça marche. D'autres exemples qui me viennent en interne, c'est aussi la délégation de tâches. C'est pas évident, je trouve aussi en interne. On a des fois quelques leaders qui monopolisent pour un certain nombre de raisons des tâches et c'est important vraiment de se faire confiance en interne, de trouver les systèmes de communication qui nous permettent justement de déléguer parce qu'une journée c'est que 24 heures et comme le disait Thomas, le bien-être de l'équipe est extrêmement important. Et ça, c'est un point qui est difficile pour les organisations, souvent pour des questions de financement, mais aussi d'aller sur le bien-être, se poser la question, est-ce que je peux avoir déjà des contrats, des avantages contractuels, faire que les gens vont rester sur du long terme et que je n'ai pas de turnover. Ça, on y assiste souvent. Des équipes, du coup, pour un certain nombre de raisons, de désavantages contractuels, des difficultés au travail, des agents qui partent, qui vont ailleurs. Et là aussi, comment on fait pour garder au plus longtemps cette équipe? Bah, fidéliser, c'est aussi important de trouver ces opportunités, ouais, ces moyens de fidéliser. Et peut-être pour terminer, on était en interne, mais aussi c'est du développement organisationnel, c'est de la collaboration. Chercher aussi à collaborer avec d'autres organisations, d'autres acteurs. Ça, c'est un point important parce que tout seul, on ne peut pas trop y arriver. On va réussir à faire des choses, mais vraiment, la notion de collaboration, elle est sur du long terme, elle est importante, et notamment en développement organisationnel. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais c'est ce que, avec le PPI, on s'attache aussi à forcer, à accompagner des échanges entre organisations, parce qu'il n'y a rien de mieux que d'apprendre par les pairs. Et c'est vrai que d'aller dans ce sens-là en tant qu'organisation, c'est aussi un atout si on a la possibilité d'apprendre par d'autres organisations de leur expérience, ça sera vraiment un atout en interne et ensuite bah, pour l'impact sur la conservation de la biodiversité. Alors Thomas, la question est un peu redondante avec celle que je viens de poser à Aurélien, mais tu as peut-être un éclairage, enfin voilà, un apport aussi, quelque chose à partager sur les facteurs clés, justement pour qu'une ONG enfin, ancre durablement une culture organisationnelle solide. Est-ce que tu vois quelques facteurs clés, voilà, que tu pourrais nous partager? Bah, évidemment en lien avec, merci pour la question, évidemment en lien avec ce que vient de dire mon collègue, mais savoir où on veut aller. Je pense que c'est absolument essentiel. Savoir où on veut aller au gré
des modes et des conventions internationales, des terminologies inventées au niveau global, des modes du moment et des noms, des modes et des termes qui arrivent ou qui passent. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu à savoir où on veut aller. C'est vraiment un élément clé pour créer une culture organisationnelle et aussi une identité à laquelle les membres des équipes adhèrent. Je pense qu'il y a vraiment un sujet d'adhésion des humains parce qu'une organisation est avant tout un agrégat d'humains qui essayent, comme au sein d'un écosystème, d'aller vers un objectif commun. Donc, ça c'est vraiment en lien avec ce que vient de dire Aurélien, mais être clair sur là où on veut aller tout en restant flexible et ouvert à faire évoluer cette pensée. Être clair ne veut pas dire être rigide pour autant, mais ne pas naviguer au gré du vent, je pense que c'est vraiment essentiel. Ne jamais oublier la dimension humaine des organisations, c'est ce que je viens de dire aussi à l'instant. Des équipes qui vont mal produiront forcément des mauvais résultats. Et rester ouvert à l'altérité, rester ouvert en permanence. Et pour les leaders, j'ai conscience en disant ça, et on revient à ce sujet d'en avoir le temps et les moyens, mais d'à quel point ça peut être chronophage, de développer une sensibilité à chaque identité qui compose une équipe. Mais les gens ne sont pas des robots, et heureusement. Et espérons que ça soit toujours le cas dans le futur, d'ailleurs. Pareil, je reglisse un petit message en passant, mais il y a vraiment des identités qui ne demandent qu'à fleurir, mais ça demande beaucoup de temps, et j'en suis conscient en le disant, pour les leaders d'accompagner les humains qui composent les organisations. Donc de vraiment prendre ce temps-là. Il n'y a pas de recette miracle là-dessus, mais d'essayer d'avoir ce temps-là, ça me paraît au moins aussi essentiel que de remplir les résultats bêtes et méchants d'un projet. Et, euh, et voilà ce qui me vient en tête, là, comme ça, tout de suite. Merci Thomas. Le temps file. Malheureusement, on arrive à la fin de notre entretien, mais j'avais une question pour toi, Aurélien, à savoir, est-ce que tu aurais pas facile comme question, mais si tu devais en donner un, est-ce que tu aurais un conseil concret à donner à une ONG qui veut se renforcer pour durer aujourd'hui? Bah, dans la lignée de ce que vient dire Thomas, c'est vrai que pour moi, c'est un investissement de temps et d'énergie indispensable pour une organisation. Et donc, le conseil, c'est prenez le temps de faire ça et non pas tout seul, mais en équipe. Ça, c'est clair qu'avec son équipe, prendre le temps de s'asseoir, de se poser pour voir où on veut aller, comment on veut aller, qu'est-ce qu'on a besoin en interne, ça, c'est important. Et aussi, en lien avec ça, c'est ayez confiance aussi. Ayez confiance dans là où vous voulez aller. Chaque organisation a sa propre identité. Ne copiez pas une autre organisation. C'est ce qu'on me disait. C'est avant tout une aventure humaine et chacun a son identité propre. Et ayez confiance dans ce que vous voulez faire. Et c'est ça qui permet de créer sa propre organisation qui va vraiment durer sur du long terme parce que ce sera notre chose. Ça sera pas la chose copier-coller d'ailleurs. Et ça, c'est aussi un aspect important donc d'inclure toutes les équipes dans cette réflexion, de s'asseoir pour savoir quelle est vraiment notre structure, notre stratégie et surtout comment on y va. Parce que là, on aura de l'engagement des membres si tout le monde est impliqué dès le début. Et surtout, bah, ne lâchez pas l'affaire. C'est pas facile. Ça prend du temps. Avec le PPI, depuis 20 ans, on voit des organisations. À des moments, ça a été difficile, mais ils n'ont pas lâché l'affaire. Et au bout du compte, c'est des résultats de conservation de la biodiversité énormes sur du long terme. Donc, force et courage à vous. Merci Aurélien. Et c'est Thomas qui va avoir le mot de la fin avec, si tu en as une, peut-être une citation qui pourrait illustrer ce que représente un développement organisationnel réussi. Est-ce que tu as une citation? Oui, alors c'est pas une citation qui me suit depuis 15 ans, c'est moins philosophe que ça, mais je l'ai trouvée tout à l'heure et je l'aime bien. Quand on ne sait pas où l'on va, tous les chemins mènent nulle part. Je la trouve très jolie. Eh ben, merci beaucoup Thomas. Je pense que voilà, on va se quitter sur cette belle citation qui résume bien effectivement notre entretien et nos échanges. On a vu que donc, ce dialogue avec Thomas Bachat et Aurélien Garot du PPI nous rappelle que la solidité d'une ONG ne repose pas uniquement sur ses projets ou financements, mais aussi sur sa capacité à se structurer, à apprendre et à se transformer.
Et donc le développement organisationnel aujourd'hui n'est pas un luxe, mais c'est réellement une condition essentielle pour durer, innover et influencer. Alors un grand merci à tous les deux, Thomas et Aurélien, pour la clarté de vos propos, pour votre engagement. Et si vous, auditeurs, vous représentez une ONG et que vous souhaitez en savoir plus sur les appuis du PPI, toutes les informations sont disponibles sur leur site et vous trouverez l'adresse dans la description de cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.